Donc sans plus attendre, je vais laisser Yves Vargas nous parler de Jean-Jacques Rousseau et d'un Jean-Jacques Rousseau peut-être qu'on connaît un peu moins. Celui qui est déjà préoccupé au XVIIIe siècle par l'avènement de la nouvelle société, l'avènement de la société, de l'économie politique. Donc cher Yves, merci encore une fois d'être venu nous voir ici à Saint-Dizier. C'est moi qui vous remercie. Merci de l'Université populaire de Saint-Dizier. Je remercie Bertrand Puységur de m'avoir invité. Puis je vous remercie de vous être déplacé, ce qui n'est pas la moindre chose. Les marxistes ont parlé de Rousseau. Et ils lui ont souvent reproché, à côté des éloges, ils ont fait des éloges, mais ils lui ont souvent reproché sa myopie. Rousseau, c'est le gars qui ne voit pas loin. Par exemple, Pierre Friedman affirme, je cite, « Il ne perçoit pas la naissance de la société industrielle, visible pourtant dès son époque. » Visible pourtant dès son époque. Ou encore un autre marxiste, Jean-Louis Le Cercle, qui écrit « Rousseau s'élève contre le capitalisme décent dont il ne peut comprendre la nécessité historique. » Rousseau ne comprend pas la nécessité historique. Bon. Ces deux verdicts, il y en a d'autres, ces deux verdicts résument assez bien l'état des lieux. Soit Rousseau n'a pas perçu la naissance du capitalisme, soit il l'a perçu, mais il ne l'a pas compris. Dans les deux cas, il a manqué d'acuité visuelle. Dans les deux cas, il aurait dû porter des lunettes historiques. Bon, on parle de la naissance du capitalisme. À sa naissance, le capitalisme, ce n'est pas les usines. Sa naissance, c'est un nouveau monde, c'est le monde de l'opulence, le monde des marchandises. Les marchandises inondent les échoppes. Les modes se renouvellent. Les paysans se précipitent dans les villes à la recherche d'emplois, de domestiques, d'ouvriers, de trafiquants. Cette période, on ne l'a pas appelée capitalisme à l'époque. On l'appelait la société du luxe. C'est le mot qui revient tout le temps, du luxe. C'est le luxe. À côté du luxe, une autre question s'impose, la question des pauvres. Parce que ce développement inouï des villes, Paris en 25 ans triple sa population. 25 ans, triplé. Ce développement voit s'accroître le nombre de ce qu'on appelle les étrangers, les pauvres étrangers, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas à la paroisse. Des pauvres qui sont bien portants, comme vous et moi, mais qui n'ont pas de travail. Et qui très vite seront réduits à l'aumône ou à la délinquance. Cette question côtoie d'autres questions économiques, la monnaie d'abord. Unanimement, l'abondance et la monnaie vont ensemble et la monnaie semble souhaitable. Soit parce qu'elle établit à l'intérieur une saine économie, qu'elle fait circuler les biens, qu'elle enrichit tout le pays par sa circulation, soit parce que, dans les échanges internationaux, elle est profitable au pays qui a le plus de monnaie. Le luxe, les pauvres, la monnaie, les villes, l'agriculture, l'économie. Voilà les sujets dont le XVIIIe siècle dispose pour aborder cette nouvelle figure, cette figure de la société du luxe. Seulement ce tableau que je viens de donner ne constitue pas une pensée au sens fort. Bien sûr, il existe des analyses sur la monnaie, il existe des plans de répression contre les pauvres, il existe des réformes de l'impôt, il existe des expérimentations agricoles. Mais tout cela nourrit l'intelligence, tout cela nourrit la réflexion. Mais ça ne suffit pas à penser le monde d'une façon cohérente, ce qu'on appelle une pensée au sens fort. Comment comprendre la fabrication renouvelée de produits qui sont constamment achetés? Quand les gens ont ce qu'il leur faut, ou quand ils ont ce dont ils rêvent, selon leurs moyens, pourquoi est-ce qu'ils vont jeter leurs biens par la fenêtre pour en acheter de nouveaux? Est-ce que c'est dans le seul but d'enrichir les marchands? Personne ne gaspillerait son argent pour le plaisir de faire tourner le commerce.
et pourtant ils tournent. Et pourtant ils jettent par la fenêtre ce qu'ils ont acheté et ils achètent du nouveau. C'est ça qu'on appelle la société d'abondance. Les modes se renouvellent sans arrêt, toujours du nouveau. Pourquoi? L'économie naissante que nous voyons semble se développer contre tous les principes de la nature humaine. Comment les hommes peuvent-ils gaspiller leur argent alors qu'ils sont égoïstes? Il faut donc, si on veut penser le capitalisme naissant, il faut changer la nature humaine. Enfin, ou du moins, changer les principes qui expliquent la nature humaine. Eh bien, ce penseur, le premier philosophe au sens fort, qui a pensé le capitalisme, s'appelle Bernard Mandeville. Il était célèbre il y a 2 siècles, aujourd'hui on l'a pratiquement oublié. Il s'appelle Mandeville. C'est Mandeville qui fut l'inventeur de cette nature humaine dont on avait besoin. Une nature humaine qui porte la relance infinie de la consommation. C'est Mandeville qui invente ce qu'on appellera depuis l'homo economicus, l'homme économique. Comment cela? Eh bien, Mandeville fabrique une passion capable de structurer l'homme nouveau, une passion qui explique ce consommateur insatiable. Cette passion nouvelle s'appelle l'amour propre. Mandeville invente l'amour propre. Il définit l'amour propre, qu'il appelle self-liking, comme la suite naturelle de l'amour de soi, self-love. Self-liking, self-love. L'amour de soi, c'est l'instinct de vie. C'est l'instinct de vie, ce qui est fixé sur les besoins vitaux. Alors que l'amour-propre n'est pas fixé sur les besoins vitaux. L'amour-propre est fixé non pas sur les choses, mais sur les hommes, sur les autres hommes, sur l'idée qu'ils se font de nous, sur une idée dont nous attendons, dont nous espérons qu'elle confirmera la haute idée que nous nous faisons de nous-mêmes. C'est ça l'amour-propre. Cet amour-propre, savoir chercher l'admiration des autres, cet amour-propre se concrétise par l'exhibition, je cite Mandeville, l'exhibition de vêtements élégants et bien parés, des équipages, du mobilier, des bâtiments coûteux, tout ce que les hommes peuvent acquérir pour se faire estimer des autres. Pour se faire estimer des autres. Bon, d'accord. Mais une fois qu'on a exhibé sa fortune aux yeux émerveillés des autres, que faire? On rentre chez soi. On est satisfait, une fois pour toutes. On m'admire. Que faire de plus? Mais alors, le commerce a tombé en panne. L'amour-propre satisfait, on rentre à la maison. On n'achète plus rien. Il faut donc trouver que l'amour-propre relance le commerce en permanence. Pour cela, Mandeville fait un véritable coup de force théorique. Il divise l'amour-propre en deux directions. Une vers le haut, une vers le bas. L'amour-propre qui regarde en bas jouit de sa supériorité. Ça s'appelle la vanité, ça s'appelle l'orgueil. Premier volet. Et puis l'amour-propre, toujours le même, mais cette fois-ci qui regarde vers le haut et qui essaye de réduire son infériorité par rapport à ceux qui sont plus hauts que nous, ça s'appelle l'envie. Cette dualité, extraordinaire invention conceptuelle, on n'a pas assez étudié, extraordinaire invention conceptuelle. Cette dualité transforme l'amour-propre en un moteur qui s'emballe. Le grand s'efforce de montrer au petit sa supériorité, lequel petit s'efforce d'égaler le grand, en voyant que le petit est en train de l'égaler, modifie sa manière d'être pour reprendre sa supériorité, lequel petit, etc., à l'infini. À l'infini. Cette l'anthropologie étant établie, on peut l'appliquer à l'économie. Appliquons cela à l'économie, et nous voyons que, je cite Mandeville, le commerce
commerce ne peut avoir de meilleur soutien que l'orgueil. Écoutez la description, elle en vaut la peine, on croirait lire Pierre Bourdieu. Je cite Mandeville, je le lis. « La femme du négociant dédaigne de suivre une autre mode que celle qu'elle trouve en ville. La cour s'alarme de cette présomption. Les femmes de qualité s'effraient de voir les femmes et les filles de négociants habillées comme elles. On fait chercher des couturiers afin d'avoir une vogue toujours prête, etc., etc. » Vous voyez comment ça marche. Mandeville, ainsi, remplace l'économie des besoins par une autre économie, l'économie du désir. Ainsi, en remplaçant le besoin par le désir, vous savez que le besoin est fini. Quand j'ai mangé 3 kilos de patates, il faut bien que je m'arrête. Je n'en ai plus besoin. Le désir est infini. Vous voyez la différence. Le désir est toujours infini. On peut toujours désirer davantage. Le désir ne consomme pas, il se consomme lui-même. Ainsi, le mécanisme distinction-imitation est sans fin, car si les besoins du corps ont une limite, l'imagination n'en a pas. L'économie de la consommation infinie marche à l'imagination. Une économie où on vend de la distinction et où on achète de la différence. Mandeville a construit une anthropologie pessimiste au service d'une économie optimiste. Je cite Mandeville, « L'envie et la vanité étaient serviteurs de l'application industrieuse. Ce vice bizarre et ridicule, cette envie, devenait le moteur même du commerce. » Pour que cette spirale de la consommation ne s'enraye pas, il faut l'entretenir. Autrement dit, il faut fabriquer indéfiniment pour répondre à une demande infinie. Fabriquer. Il faut des gens qui travaillent. Or, l'amour-propre ne pousse personne à travailler. L'amour-propre ne pousse personne à se tuer à la tâche. L'homme nouveau consomme, mais il ne fabrique pas. Pour sortir de cette difficulté, qui est liée à la production, et non pas à la consommation, qui est la production, la réponse de Mandeville ne sera pas anthropologique, comme on vient de le voir. Elle n'est pas anthropologique, elle est politique. L'État doit forcer les pauvres à travailler sans cesse, en mettant au travail les indigents, les enfants, les malades et même les aveugles, et en veillant à fixer les salaires au strict minimum. Pourquoi au strict minimum? Pour obliger les pauvres à venir travailler chaque matin, pour qu'ils aient juste de quoi manger pour la journée. Ainsi, on a une situation bizarre. Le pauvre doit avoir toujours faim, et donc la production est liée aux besoins. On a une économie de besoins dans la production, et le consommateur, lui, il doit rêver. On a donc une économie du désir dans la consommation. Une étrange économie disloquée entre la production par le besoin et la consommation par le désir. Cette solution politique brutale repose sur une philosophie, la théorie du bonheur social. Mandeville s'intéresse au bonheur de la société. Qu'est-ce qu'une société heureuse? Eh bien, c'est celle qui permet à une classe de vivre dans le plaisir et dans l'oisiveté. Je ne l'invente pas, je cite. Pour que la société soit heureuse, c'est Mandeville qui parle, il est nécessaire qu'un grand nombre du peuple en soit ignorant, aussi bien que pauvre. Et il continue, le travail des pauvres est la seule source de toutes les douceurs de l'existence. Nous en sommes donc au point suivant. La nouvelle société a trouvé son assise philosophique sur une anthropologie du désir contre le besoin, sur la promotion de l'imagination, de l'amour-propre, du bonheur des consommateurs et sur une sociologie de l'espèce humaine fracturée, divisée entre des jouisseurs oisifs
et les travailleurs misérables. Bon, passons à Rousseau. S'il vous plaît. Il fallait commencer par là. Mandeville est donc le premier philosophe du capitalisme. Et on voit, en lisant la préface à Narcisse, que Rousseau a écrite, Narcisse est une pièce de Jean-Jacques Rousseau, et quelques années plus tard, il a écrit une préface à Narcisse, une pièce de jeunesse. Il a écrit une préface. Et quand on lit la préface à Narcisse, on voit que Rousseau ne s'y est pas trompé. Il a compris l'importance de Mandeville et a fait de lui son ennemi philosophique numéro un, l'ennemi à abattre. C'est en cela que Rousseau fut le premier philosophe au sens strict de l'anticapitalisme. C'est parce que Rousseau fut le premier philosophe de l'anti-Mandeville qui fut du même coup le philosophe de l'anticapitalisme. Dans cette préface, Rousseau écrivait « Les Hobbes, notre philosophe, les Hobbes, les Mandeville et 1000 autres ont affecté de se distinguer parmi nous. Et leur dangereuse doctrine a tellement fructifié qu'on est épouvanté de voir, etc., etc. » Laissons Hobbes, laissons les 1000 autres, restons sur Mandeville. La confrontation avec Mandeville et son épouvantable doctrine se fait en 4 temps principaux. Une réfutation anthropologique dans le discours sur l'origine de l'inégalité. Une réfutation politique dans l'article Économie politique. Une réfutation philosophique dans Émile. Et une réfutation économique dans ses textes sur la Suisse, la Pologne et la Corse, à la suite de l'article Économie politique. Je vais donc, si j'en ai le temps, vous me direz, vous m'arrêterez quand j'aurai trop parlé. Essayez de voir ces 4 moments pour comprendre pourquoi il est le premier philosophe de l'anticapitalisme. Anthropologie d'abord. Le discours sur l'origine de l'inégalité aborde la question de l'amour-propre dans les mêmes termes que ceux de Mandeville, mot à mot. Car pour Rousseau, Mandeville dit vrai. Il dit la vérité du monde nouveau. Mais s'il dit vrai, par contre, il pense faux. Il dit vrai, mais il pense faux. Et donc, Rousseau dira comme lui, mais pensera juste. L'amour-propre est une réalité indiscutable. C'est un fait de l'époque, mais la théorie est fausse. Rousseau détricote le système en plusieurs temps. La suite est un peu compliquée, mais il faut quand même le dire. J'ai essayé de simplifier, mais c'est un peu compliqué. Bon. En premier lieu, Rousseau refuse le caractère naturel de l'amour-propre. Mandeville fonde la société sur l'amour-propre. Vous vous rappelez, la société est fondée sur l'amour-propre. Rousseau répond que c'est au contraire l'amour-propre qui est fondé sur la société. Ce n'est pas l'amour-propre qui crée la société, c'est la société qui crée l'amour-propre. Mandeville prend les faits pour la cause. Puis, Rousseau est amené à distinguer 2 niveaux de cet amour-propre. Le premier niveau, qui apparaît dans la société naissante, le premier niveau apparaît dans la société naissante et il appelle la jeunesse du monde. Rousseau écrit à propos de la jeunesse du monde, « Celui qui chantait ou dansait le mieux, le plus beau, le plus fort, le plus éloquent, devint le plus considéré. » De ces premières préférences naquirent d'un côté la vanité et le mépris, et de l'autre la honte et l'envie. On reconnaît là le modèle de Mandeville. Sauf que c'était celui qui chantait le mieux. Cet amour-propre des commencements, remarquez-le bien, ne s'élance pas vers l'infini, comme chez Mandeville, puisque c'est celui qui chantait le mieux, etc. C'est un rapport à soi, qui est propre de l'amour de soi. C'est un amour de soi qui passe par le regard des autres, et qui s'arrête sans pouvoir aller trop loin. D'accord, je suis le plus beau, j'ai 2 beaux yeux, mais des yeux, je n'en ai que 2. Je ne pourrais pas en avoir plus. Et donc, une fois que j'ai joui de ma beauté,
dans l'admiration des autres, ça s'arrête là. On ne va pas vers l'infini. À ce niveau, l'amour-propre n'est qu'une relation interpersonnelle, une passion qui n'engage à aucun processus social. Et en un sens, cet amour-propre a ses racines dans la nature. Il est simplement lié au fait que l'homme est un animal qui compare et qui se compare. Mais, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, l'amour-propre dont parle Mandeville est d'une toute autre dimension. Il est totalement hors de la nature, dit Rousseau. Ce dont parle Mandeville, cet amour-propre du vêtement, de la peinture, etc., c'est une corruption de ce premier mouvement naturel. Avec la société de consommation, l'orgueil d'être « je suis le plus beau » fait place à la recherche du paraître « je suis le plus riche ». Rousseau écrit « Être et paraître devinrent deux choses tout à fait différentes. Et de cette distinction sortirent tous les vices qui en sont le cortège. L'ambition dévorante, moins par un véritable besoin que pour se mettre au-dessus des autres, inspire à tous les hommes un noir penchant à se nuire mutuellement. Ainsi, la fureur de se distinguer n'est pas l'enfant de la nature. Ce n'est pas la nature humaine qui a engendré la société du luxe. C'est le contraire. C'est le luxe qui a engendré l'orgueil. Voilà pour la réfutation anthropologique du capitalisme naissant qui est un peu compliqué. Le reste est plus facile. Passons à la politique. Dans l'article « Économie politique », Rousseau mène sa deuxième offensive contre le capitalisme naissant sous la forme d'une attaque contre le système de Mandeville. Mais cette fois, l'attaque n'est pas frontale, comme elle était dans le discours sur l'origine des inégalités. Cette fois, l'attaque se fait par derrière, au sens où Rousseau s'enrôle dans le système pour le détruire de l'intérieur. L'article « Économie politique » définit ce que serait une saine administration de l'État. Les citoyens seront des cultivateurs indépendants, ni riches ni pauvres. Il appelle ça la médiocrité, médium, classe moyenne. Le commerce et la monnaie seront réduits au strict minimum. Ce gouvernement veille à la justice et à l'éducation. L'État doit vivre sans lever d'impôts, en cultivant ses propres terres. Mais pour réaliser cette saine gestion, il faut réformer profondément la société réelle. Parce que la société réelle est inégalitaire et tyrannique. Passer de l'inégalité à la médiocrité des fortunes, passer de la tyrannie à la souveraineté du peuple, voilà quel est le programme révolutionnaire de l'article « Économie ». Pour détruire ce que Rousseau appelle le système des finances, il faudra du temps. Il faudra agir insensiblement. Oui, mais agir insensiblement sur quoi? Il faut trouver quelque chose qui soit en place et sur lequel on puisse agir constamment et insensiblement. Ce n'est pas évident. Sur quoi est-ce qu'il faut agir insensiblement? Eh bien, c'est chez Mandeville que Rousseau va trouver quelque chose qui est inépuisable, sur lequel on peut toujours agir. Et cette chose qui est inépuisable et sur laquelle il va agir, c'est la spirale de la vanité. Puisqu'elle est le moteur inépuisable de la consommation, elle deviendra le moteur inépuisable de son épuisement. De sorte que Rousseau a inventé un impôt incroyable. Non pas un impôt sur la fortune, parce que ça, c'est pas insensible, on le sent tout de suite. Il invente un impôt incroyable, un impôt sur la vanité. Non pas sur le luxe, mais sur la vanité. Comment cela? Eh bien, simplement en imposant très lourdement certains objets, et seulement certains objets, lesquels, ceux qui sautent aux yeux,
ce qui se voit. Je cite Rousseau. Les équipages, les glaces, lustres et ameublements, les étoffes, les dorures, parenthèse, vous avez reconnu la citation de Mandeville tout à l'heure, il la reprend. Cette foule d'objets de luxe, d'amusement et d'oisiveté qui frappe tous les yeux, voilà ce qu'on va taxer lourdement. Et il dit que c'est insensible. Pourquoi ce choix? Pour deux raisons. Deux raisons tirées de Mandeville. La première, ces objets visent la distinction. Ils n'existent que pour être exhibés. Donc on ne peut pas les cacher. On peut cacher beaucoup de richesses, sauf celles-là. Elles sont faites pour être vues. La seconde, c'est que la vanité, si elle est d'abord un caprice au début, elle devient rapidement un besoin. Un besoin si impérieux qu'elle dépasse les besoins naturels. Les besoins de l'orgueil finissent par prendre le pas sur les besoins de la nature. Et Rousseau écrit « C'est bien mal connaître les hommes que de croire qu'après s'être une fois laissés séduire par le luxe, ils n'y puissent jamais renoncer. Ils renonceraient 100 fois plutôt au nécessaire. » Voilà, première chose. Seulement, il ne suffit pas de taxer les riches pour établir une nouvelle société. Il faut surtout renverser le système actuel et régler en premier lieu la question de l'inégalité. L'impôt sur le luxe sera donc reversé au profit des campagnards, afin d'inverser le mouvement de migration. Et les paysans quitteront la ville pour retourner à la campagne et repeupleront les champs. Parce que pour Rousseau, le repeuplement des campagnes signifie la fin de la pauvreté, car la pauvreté n'est rien d'autre que l'appauvrissement des paysans. Pourquoi est-il des pauvres? Parce qu'on a laissé tomber l'agriculture. Il faut donc enrichir les pauvres, c'est-à-dire les paysans qui sont devenus pauvres. Il faut enrichir les pauvres et appauvrir les riches. Et il explique que de tels impôts soulagent la pauvreté et chargent la richesse. Le but est de créer cette classe moyenne insensible. Je vais passer à la philosophie tout de suite en ce temps, parce que sinon on n'y arrivera pas. D'accord. Je laisse la fin des questions économiques. Passons à la philosophie. Rousseau n'en a pas fini avec Mandeville, donc avec le capitalisme. Il doit l'affronter sur le terrain philosophique, c'est-à-dire sur la question du bonheur. Puisque Mandeville affirme que le bonheur de la société est fondé sur l'opulence des riches. La question du bonheur, Rousseau la traite dans Émile. Vous savez que cet ouvrage représente l'histoire de l'espèce humaine à travers la croissance d'un enfant. Tout comme l'humanité a acquis ses facultés, il reste 30 minutes et combien de pages? Non, mais on n'est pas à la minute près non plus, je ne veux pas vous presser. Ça. Je vais essayer. Mais si on parle trop vite, on ne comprend plus rien. Il y a des problèmes. Non, mais allez-y. La question du bonheur donc est traitée dans Émile. Tout comme l'humanité a acquis ses facultés au cours des siècles, le petit homme les voit émerger, les facultés, selon les étapes de sa vie. Mais l'humanité a aussi contracté des vices. Alors le petit Émile est menacé, dans sa croissance, de sombrer à son tour dans la corruption. Il faut le protéger. Tout le livre d'Émile explique comment on le protège. Je ne vais pas vous raconter tout ça. Rassurez-vous, finalement, Émile n'aura pas de vice. Il vivra sans vice et heureux. Mais ce bonheur, c'est la question du bonheur qui est posée, ce bonheur sera établi au prix d'un combat répété constamment contre quoi? Contre les dangers de l'imagination et de l'amour-propre. C'est-à-dire contre les deux piliers du bonheur selon Mandeville.
La première attaque vise l'imagination. Selon Mandeville, la société du luxe ne donne pas le bonheur dans les choses, avoir un carrosse, mais dans l'imagination. Imaginer que mon carrosse est admiré. On l'a déjà vu. Rousseau s'attache à montrer que l'imagination est la cause du malheur. Pourquoi? Parce qu'elle nous transporte hors de nous. L'imagination nous fait être là où nous ne sommes pas. Et nous fait craindre des choses, nous fait trembler, au lieu de jouir tranquillement du présent que nous vivons. De plus, l'imagination n'a pas de borne, elle est infinie. Et comme elle est infinie, le bonheur recule, il est toujours plus loin, toujours plus difficile à atteindre. Les ambitieux sont comme ces gens qui vont dans les Alpes, qui arrivent à un sommet, qui croient qu'ils sont arrivés au bout des Alpes. Et quand ils arrivent à un sommet, ils voient qu'il y a encore plusieurs sommets à parcourir. Et si j'ai un château, je vois immédiatement le château qui est plus beau à côté. Et quand j'aurai celui qui est plus beau, je voudrais un plus beau encore, et ainsi de suite. Mandeville insiste sur le bonheur d'être envié, parce qu'il prend le point de vue du haut vers le bas. Rousseau renverse la perspective et montre comment on est toujours en bas. On est toujours le bas de quelqu'un. Et comment du bas vers le haut, la vanité se transforme en envie. Et cela concerne tout le monde, si riche soit-il. Le vaniteux trouvera toujours un plus riche que lui. Et loin de jouir de sa grandeur, il va souffrir de son infériorité, parce qu'on est toujours inférieur. Et l'amour-propre secrète l'amertume et devient la source de souffrance. Et voilà comment le principe du bonheur chez Mandeville est renversé en son contraire. Deuxième point, toujours philosophique. Si l'imagination et l'amour-propre n'assurent pas le bonheur individuel, peut-être après tout fondent-ils une société globalement plus agréable. Globalement. On a vu que Mandeville dit que les souffrances des pauvres peuvent être dissoutes dans la jouissance des riches. Globalement, on est heureux, même s'il y a des malheureux. Rousseau montre que l'ordre social engendré par l'amour-propre ne peut pas produire une société heureuse globale, car l'amour-propre, loin d'être une suite naturelle de l'amour de soi, en est la contradiction. Et donc, l'amour-propre et l'amour de soi, qui lui est naturel, entrent en conflit. Il écrit ceci: l'amour-propre qui se compare n'est jamais content et ne saurait l'être parce que ce sentiment, en nous préférant aux autres, exige que les autres nous préfèrent à eux, ce qui est impossible. Personne ne peut s'aimer plus que lui-même. Voilà comment, dit Rousseau, les passions haineuses et irascibles naissent de l'amour-propre. Si l'amour-propre généralise les passions haineuses et irascibles, on ne voit pas comment une société peut être heureuse sur la base de multitudes de gens haineux et irascibles. Ce qu'il faille démontrer. Passons à l'économie. Le système des finances. On peut penser que Rousseau, jusqu'à présent, se bornerait à renforcer le camp des moralistes, ceux qui n'aiment pas Mandeville, parce qu'il ne l'aimait pas, il l'appelait l'homme-diable, Mendeville, l'homme-diable, il n'était pas aimé. Et on a dit quelquefois que Rousseau, au fond, rejoignait les chrétiens, les stoïciens, etc. Je crois que cette façon de voir les choses est une méconnaissance. Dans ses textes politiques engagés, Rousseau aborde concrètement la question de la société moderne. Très concrètement, textes qui ne sont pas assez lus par ceux qui règlent trop vite leur compte à Rousseau. Il le fait à propos de la Suisse, de la Pologne et de la Corse. Dans ces textes, il fustige le commerce et la monnaie. Et il propose une richesse nationale fondée sur le développement démographique et agricole. Il déclare son hostilité aux villes, aux aristocrates et aux églises. Et cette société à laquelle il déclare la guerre, il l'appelle système de finance.
contre Mandeville, dont l'économie marche au désir. Rousseau, quand il parle aux Suisses, Polonais et Corses, leur propose de recentrer l'économie sur le besoin. Il déclare, je cite, « Il faut songer à leur subsistance et pourvoir aux besoins publics ». Contre l'opulence de Mandeville, il dit qu'il faut établir l'abondance. L'abondance, c'est-à-dire que chacun ait ce qu'il lui faut et que personne ne manque de rien. Il dit aux Polonais, je cite, « Il vaut mieux vivre dans l'abondance que dans l'opulence. Cultivez vos champs sans vous soucier du reste. » Il écrit dans son article Économie politique, « Maintenir l'abondance, que pour l'acquérir le travail soit toujours nécessaire et ne soit jamais inutile. » Il le répète aux Corses, « Il faut que tout le monde vive et que personne ne s'enrichisse. » Cette économie d'abondance que Rousseau nomme le vrai système économique, par opposition au système des finances, est toute fondée sur l'agriculture et sur les productions nécessaires, maisons, routes, vêtements, outils. On voit le but de l'opération rousseauiste. En ramenant la production au seul produit nécessaire, il abolit la dislocation entre la production et la consommation. Vous vous rappelez, j'avais dit production par le besoin, consommation par le désir. Production par les pauvres, consommation par les riches. Il y avait dislocation de l'économie. En ramenant tout à la subsistance, on abolit cette dislocation. Le paysan consomme ce qu'il produit. La consommation n'est pas une sphère autonome qui marche à la monnaie. La consommation est la suite naturelle du travail. Je travaille et je consomme ce que j'ai produit. Le producteur n'est pas un misérable qui fabrique du luxe pour les autres. C'est un travailleur qui consomme les produits de son propre travail. Le recentrage de l'économie sur l'agriculture n'est pas une nostalgie passée bucolique. C'est un combat anticapitaliste. Ce choix radical pour l'agriculture et contre la finance et le commerce n'est pas un choix partisan. Il ne s'agit pas pour Rousseau de privilégier le pauvre laboureur. Quand il choisit ce système, c'est pour des raisons politiques. Parce que mieux que beaucoup, et avant beaucoup d'autres, Rousseau a compris quelque chose qui nous paraît aujourd'hui évident, et qui à l'époque n'est pas du tout. Cette chose qu'il a comprise, c'est que un système économique finit par imposer le cadre politique conforme à ses intérêts. C'est-à-dire que si la politique ne maîtrise pas l'économie, alors finalement, c'est l'économie qui domine et façonne la politique. Il est sans doute l'un des premiers, peut-être le premier, à l'avoir dit aussi clairement. À l'époque, on pensait que c'était deux choses complètement disjointes. Rousseau, pourquoi est-ce qu'il choisit l'agriculture? Eh bien, il le dit clairement, noir sur blanc. Parce que c'est la forme la mieux adaptée à la démocratie. Et ce n'est pas une adaptation accidentelle, mais elle est causale. Voilà ce qu'il écrit. Donnez de l'argent, bientôt vous aurez des fers. Donnez bientôt. L'argent produit l'esclavage. Donnez de l'argent, bientôt vous aurez des fers. Parlant de la Suisse, il dit qu'en Suisse, il ne fut plus question que de luxe et d'argent. Les particuliers s'enrichirent, le commerce et les arts fleurirent, et l'État ne tarda pas à périr. L'argent détruit l'État. Je ne connais pas au XVIIIe siècle quelqu'un qui a été aussi clair là-dessus. Donnez-leur de l'argent et vous aurez des fers. Donnez-leur d'argent et vous n'aurez plus d'État. L'État périt. C'est bien un rapport de cause à effet. Le système des finances, c'est l'abolition de la liberté politique. La mauvaise économie affaiblit l'État.
Et elle établit, bien sûr, l'état qui lui convient, un état qui dépérit. Pour comprendre comment la finance est l'anticorps du corps politique, il faut se souvenir ce qui fait qu'un peuple reste un peuple. Pas seulement qui fait qu'un peuple est un peuple, mais qui fait qu'un peuple reste un peuple une fois qu'il l'est. Pour comprendre, or le commerce et les finances, je saute un passage, sont un obstacle absolu à la démocratie pour des raisons juridiques, idéologiques et enfin politiques. Il reste combien de minutes? Ça va? Il va? Une bonne vingtaine de minutes. C'est bon. On attend d'en faire deux comme ça. Alors. Oui. Commençons Ça ira. par le point de vue juridique. Donc l'idée c'est comment le système des finances détruit pour des raisons juridiques, idéologiques et politiques. Commençons par le juridique. La société opulente, comme le montre si bien Mandeville, est une société écartelée entre des riches oisifs et des pauvres laborieux et misérables. Pour Rousseau, tant qu'il y aura l'inégalité des richesses, la vraie politique sera impossible. Et elle sera impossible parce que la vraie politique suppose des lois. Or, tant qu'il y a des riches trop riches et des pauvres trop pauvres, les lois n'existent pas. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que les lois seront injustes. Elles ne serviront qu'à protéger les riches contre les pauvres. Il le dit, la loi dont on abuse sert à la fois aux puissants d'armes offensives et de bouclier contre le faible. Ça, c'est le premier point, mauvaise loi. Mais supposons que la loi soit juste. Supposons une société inégalitaire avec une loi juste. Après tout, on peut supposer. Rousseau le suppose en tout cas. C'est pas mieux. Vous allez voir que c'est pas mieux. Si la loi est juste, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que la richesse entretient avec l'État un véritable rapport de force. On ne pend pas, dit-il, on ne pend pas un homme qui dispose de 100 000 écus. L'homme qui dispose de 100 000 écus déchire la loi, il passe à travers. Et le pauvre, eh bien le pauvre, figurez-vous qu'il a autre chose à faire que de s'occuper de la loi. Il est dans une telle situation qu'il fera n'importe quoi, même des choses illégales, pour s'en sortir. Et donc, même une loi juste ne serait observée ni par le riche qui s'en fiche, ni par le pauvre qui a d'autres soucis. Et donc, elle ne s'appliquera pas. Et donc, une loi juste, en vérité, ne peut s'appliquer qu'à une population assez homogène, une classe moyenne. Et Rousseau écrit, c'est sur la médiocrité, on en a parlé tout à l'heure, c'est sur la médiocrité seule que s'exerce toute la force des lois. C'est exactement dans cette perspective égalitaire que s'inscrit la méfiance pour la monnaie. Rousseau, contre tout le monde, unanimement, préconise qu'on réduise la monnaie au maximum. Pourquoi est-ce qu'il veut réduire la monnaie? Eh bien parce que la loi de l'argent est incompatible avec l'égalité des fortunes. Je vous dis en deux mots pourquoi, les économistes connaissent cela, parce que si on donne de l'argent également à tout le monde, distribue à tout le monde également de l'argent, le seul effet que ça produit, c'est que les prix augmentent. Et donc personne n'est plus riche. Donc il n'y a pas de richesse. L'argent égalitaire ne produit aucune richesse, alors autant s'en passer. Si on veut donc que l'argent produise un effet de richesse, il faut le répartir inégalement. Il faut qu'il y ait des riches et des pauvres. Ainsi, les prix restent les mêmes, certains peuvent acheter beaucoup, d'autres n'achètent rien. Voilà pourquoi l'argent est par essence inégalitaire. Il ne peut pas y avoir de distribution égalitaire de l'argent. Ça ne veut rien dire pour Rousseau. Voyons maintenant les aspects idéologiques. Le moment qui établit le peuple dans sa souveraineté, ce moment-là, que Rousseau appelle contrat social, ce moment n'est pas assuré de durée. Il peut commencer, mais il faut que ça dure.
Le fait qu'il a commencé ne veut pas dire qu'il va durer. Pourquoi? Parce que les magistrats qu'on va désigner, il faut bien qu'il y ait des magistrats qui règlent les questions au jour le jour. Les magistrats qui ont le pouvoir exécutif, comme on dit, inévitablement, ils auront tendance à abuser de leur pouvoir. Vous savez, pour Rousseau, qui a un sens politique assez développé, le pouvoir, c'est pas fait pour qu'on en use. Le pouvoir, c'est fait pour qu'on en abuse. C'est l'ordre naturel du pouvoir, c'est l'abus de pouvoir. Donc, à partir du moment où on va donner du pouvoir à quelques-uns, ils vont en abuser, nécessairement. Et donc, ils vont agir en préférant leur intérêt propre à l'intérêt commun. Par conséquent, que doit faire le peuple? Eh bien, le peuple doit être vigilant. Rousseau dit jaloux. Jaloux de sa prérogative. Il doit veiller, il doit surveiller. Il doit, en quelque sorte, conserver avec amour sa patrie. Rousseau dit même, il faut qu'il aime la patrie plus que sa maîtresse. Bref, un peuple souverain est un peuple patriote. Être patriote, c'est d'abord voir en chaque citoyen un ami, un frère. Les patriotes, on n'est pas patriote tout seul. Le patriote est un mouvement collectif. On est patriote ensemble. Il faut donc que le voisin, que l'ami soit proche. C'est pourquoi l'article Économie politique expose les principes d'une éducation patriotique par l'État. On s'est demandé quelquefois qu'est-ce qu'il prenait à Rousseau pour expliquer ses problèmes d'éducation. Pourquoi, lorsqu'il parle aux Polonais, il leur a dit aussi comment il faut faire des fêtes, il faut que les gens se connaissent, il faut qu'ils aient des jouissances collectives. On prend Rousseau pour un plaisantin, pas du tout. Il essaye de penser comment concrètement on peut animer et réanimer en permanence le patriotisme. Or, ce patriotisme nécessaire pour conserver la démocratie, je viens de le dire, il faut garder ça en tête. Ce patriotisme, il est constamment gangréné par le commerce, par la finance. Parce que le commerce et la finance installent des coutumes de paresse, des coutumes de cupidité, et remplacent tout le reste. En Suisse, dit Rousseau, en Suisse, les établissements de commerce et les manufactures se sont multipliés. L'amour de la patrie, éteint dans tous les cœurs, y a fait place au seul amour de l'argent. L'argent et la patrie sont incompatibles, expérimentalement, on l'a vu en Suisse. L'argent, le commerce, le luxe désapprennent au peuple d'être un peuple. Le peuple se trouve désagrégé, atomisé, en poussière d'individus, sans cohésion, sans amitié. Vous savez, l'individualisme hystérique qui est fomenté par la société moderne et que nous connaissons bien 2 siècles après, cet individualisme hystérique qui nous rend fous, n'a pas échappé à Rousseau. Et il a vu comment cet individualisme était l'abandon de tout espoir démocratique. On ne fait rien avec un peuple de poussière atomisée. Ce n'est pas tout. La souveraineté du peuple exige un peuple, je l'ai dit, vigilant et solidaire. C'est-à-dire un peuple qui se voit. Un peuple qui se voit les uns les autres et un peuple qui voit ce que fait le gouvernement. Il faut surveiller le gouvernement. Pour assurer ce contact, il faut soit rassembler tout le monde sur la place publique. Bon, c'est peut-être possible à Genève, mais ce n'est pas possible partout. Et on a, vous le savez, sur ce point, dit que Rousseau était un utopiste. On ne peut pas rassembler tout le monde pour la démocratie. Mais il faut lire Rousseau jusqu'au bout. Parce que l'Assemblée générale du peuple sur la place publique peut être remplacée par autre chose. Par une surface nationale de terres cultivées, avec des familles qui vivent sur les terres et qui se voient les unes les autres, qui se connaissent, et qui fait que de proche en proche, les nouvelles vont vite. Et que s'il se passe quelque chose, on peut très vite se rassembler, parce qu'on se connaît et on se parle. Ainsi, la foule s'assemble aussitôt, dit Rousseau, je le cite, sur les places. C'est pourquoi les gouvernements tyranniques
préfèrent agir de loin. C'est pourquoi ils aiment bien que les campagnes soient désertes. Parce que, dit-il, les bêtes sauvages, les tyrans, les bêtes sauvages ne règnent que dans les déserts. Eh bien, ce désert de la campagne française, ce désert qui a été produit par la monnaie, qui a fait fuir les paysans, qui sont allés dans les villes, ce désert, il faut le repeupler pour que la démocratie soit à nouveau efficace et que le patriotisme existe dans les campagnes. On comprend alors cet étrange conseil que Rousseau donne aux Corses, un conseil qui ferait hurler les économistes. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ils ont le droit d'hurler. Rousseau dit aux Corses ceci, écoutez ce qu'il dit, il vaut mieux que la terre produise un peu moins, et que les habitants soient mieux ordonnés. Autrement dit, l'installation des familles ordonnées est plus importante que la productivité de la terre. Et Pardi, on vient de voir pourquoi. Parce que produire un peu moins, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est de se perdre de vue. Ce qui est grave, c'est qu'il y ait des endroits déserts où le peuple a une fraction et ne peut plus se contracter, parce qu'alors la démocratie est finie. Un espace bien rempli nous préserve les tyrans. Or, l'argent déchire le tissu démographique, puisque, à cause de l'argent, les paysans désertent leurs terres. Si l'argent rompt la continuité de l'espace, s'il transforme la campagne en désert, alors les bêtes sauvages qui ne règnent que dans les déserts voient avec joie arriver leur règne. Rousseau établit donc un plan général de la nocivité de la société de luxe, de la monnaie et du commerce. Il montre que le capitalisme en gestation est l'ennemi mortel des peuples. Mortel en ce sens qu'il les empêche d'exister ou de persévérer dans leur être. Le capitalisme empêche un peuple d'être un peuple. La finance tue la démocratie. La finance supprime les peuples. Terminons. Ah, que Bertrand, sympathique. Pas du tout. Pas du tout. Terminons. C'est de mieux en mieux, alors allez-y. Ah, c'était mauvais au début? Ah oui, c'était mauvais? Non, c'était très très bien, mais là on est... Examinons enfin la myopie historique dont on affuble Rousseau. Elle porte sur le passé, le présent, l'avenir. Voyons le passé. Rousseau, donc, semble passéiste. Son refus du progrès, célébré par les Lumières, lui ont donné l'image d'un apôtre de la régression, selon l'expression d'un de mes collègues. On identifie son refus du commerce et des finances au choix d'une société agricole, à la nostalgie du passé. Tout le monde a dû entendre dire ça. Cette idée, je suis confus de le dire, cette idée n'est pas sérieuse. Il suffit de faire deux remarques très simples, vraiment très simples pour s'en convaincre. La première, au XVIIIe siècle, le passé, c'est la féodalité. Ce n'est pas seulement l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est encore le présent. Au XVIIIe siècle, à l'époque de Rousseau, le peuple réel, c'est le peuple des campagnes. C'est pas moi qui le dis, c'est l'historien Albert Soboul, qui est un spécialiste, et qui rappelle, je le cite, « La France, à la fin du XVIIIe siècle, demeurait essentiellement rurale. » Donc, agricole, ça ne veut pas dire passé. Agricole, c'est présent. La question n'est donc pas de savoir si Rousseau favorise la campagne. La question, c'est de savoir s'il penche vers la féodalité. C'est ça le passé. Or, la réponse ne fait aucun doute. Il recommande aux Polonais de proscrire ce qu'il appelle cette barbarie absolue. La féodalité, c'est la barbarie absolue. Ça ne peut pas être plus clair. Il invite les Corses d'activer l'ouvrage des Génois. Pourquoi? Parce que les Génois, qui occupaient la Corse, se sont appliqués à détruire la noblesse. Il leur dit, mais continuez. Ces conseils témoignent, au moins, pour qui veut bien lire avec des yeux ouverts, qu'il ne se fait aucune illusion sur le passé et n'y fonde aucun rêve. Pour Rousseau, le passé, c'est la féodalité, et de ce passé, il ne veut à aucun prix. Première remarque. Deuxième remarque sur le passé.
En second lieu, Rousseau préconise une société à classe unique de propriétaires cultivateurs indépendants. Société à classe unique de propriétaires indépendants. Est-ce là un retour au passé? On chercherait en vain dans le passé à quel moment du passé on a connu une société de laboureurs libres et égaux vivant de leur récolte. Ça n'a pas existé. Donc quel passé? En vérité, quand on taxe Rousseau de nostalgique ou de passéiste, on reste bloqué sur une alternative qui n'a rien à voir avec son époque. Alternative entre l'agriculture et l'industrie. Or, cette alternative, c'est peut-être la nôtre, ce n'est pas la sienne, ce n'est pas celle de son époque. Au moment où Rousseau écrit, il n'existe que des manufactures concentrées dans quelques villes et leurs alentours. Et personne n'imagine que les manufactures sont la source des richesses. À la fin du XVIIIe siècle, tout le monde s'accorde à dire que c'est l'agriculture qui nourrit le pays. Tout le monde, et pas seulement les physiocrates, même les monétaristes, même les mercantilistes. Tout le monde dit c'est l'agriculture qui nourrit le pays, qui fait la richesse du pays. Pourquoi? Eh bien parce que cette époque-là, on pense l'économie en termes de richesse. Et la manufacture ne produit pas de richesse. Elle transforme des richesses. Pour qu'on pense la manufacture comme productrice de l'opulence, il faut attendre Adam Smith, qui transforme la question de la richesse en question de la valeur. Et à ce moment-là, ce n'est plus la terre qui produit, c'est le travail. Et le travail de la manufacture peut alors produire quelque chose d'intéressant pour l'économie. Mais jusqu'à Adam Smith, personne ne pense autrement qu'en termes de terre. Et donc Rousseau, ce n'est pas l'homme du passé, c'est l'homme du présent. Il ne faut pas changer les époques. Quand Rousseau a les yeux fixés sur les moissons et sur les récoltes, ce n'est pas l'homme du passé, c'est l'homme du présent. C'est un penseur de son siècle qui cherche des solutions pour son siècle. Le vrai système économique agraire de Rousseau ne regardait pas vers le passé, mais vers l'avenir, vers son avenir à lui. Ce n'est pas un système à refaire, c'est un système à inventer. Regarder vers l'avenir passe par le présent, pour autant que le futur réel n'est rien d'autre que la modification du présent. Or, le présent qu'il s'agit de modifier, c'est précisément cette société du commerce dont Mandeville avait dressé le tableau, et c'est à partir de là que Rousseau établit sa réforme. Passons au présent. Rousseau myope dans le présent. On a vu qu'il ne se tourne pas vers le passé. Voyons au moins s'il comprend le présent. Ce sera déjà quelque chose. Donc Rousseau n'aurait pas compris que la société des finances et du commerce est la voie que doit suivre un pays pour devenir une grande puissance, une société de confort, brillante et agréable. Il n'aurait pas vu ça. Il n'aurait vu que les mauvais côtés. Il n'aurait vu que les vices, les inégalités. Il n'aurait pas vu les avantages sociaux, sociétaux, culturels et diplomatiques. On le répète souvent. Je ne cite personne parce que je n'aime pas la polémique. Cette critique est pour le moins aventureuse. Répéter, comme on le fait, Rousseau n'a pas vu, Rousseau n'a pas vu, bon, moi je ne sais pas, je ne suis pas dans les yeux de Rousseau. Il n'a pas vu, d'accord. Mais s'il n'a pas vu, au moins il a lu. Et au moins il a lu ceux qui avaient vu. Donc s'il n'a pas vu, il a lu. Il a lu Mandeville, qui lui a bien vu. Il a lu Hume, l'ami de Smith, qui lui avait bien vu. Il a lu Melon, qui lui avait bien vu. Il a lu tout ce monde-là. Et il a vu que cette société nouvelle, il a lu, cette société alors apporterait la puissance et la douceur de vivre. Il a lu chez Hume comment le commerce était le moyen d'avoir la paix et le bonheur. Et donc il ne pouvait pas ignorer ce credo qui était considéré comme allant de soi. Le commerce, c'est la culture, la puissance, les commodités. Vous me demanderez, et quelle preuve j'ai qu'il a vraiment lu, qu'il l'a compris? Et la preuve que j'ai, c'est que j'ai lu Rousseau, et que je vais vous le lire. Il le dit en toutes lettres pour l'honneur. Il leur dit
si vous voulez être puissant, si vous voulez être brillant, si vous voulez être une grande puissance et qu'on parle de vous, alors ne me lisez pas. Alors, faites comme les autres. Développez une société de finances. Je vous le lis parce que vous pouvez croire que je l'invente. Non, je le lis. Il dit aux Polonais, si vous ne voulez que devenir bruyant, brillant, redouté et influer sur les peuples d'Europe, cultivez les arts, les sciences, le commerce, l'industrie. Ayez surtout un bon système de finances qui fasse bien circuler l'argent. Fomentez le luxe matériel et le luxe de l'esprit, qui en est inséparable. On vous comptera parmi les grandes puissances de l'Europe. Donc il a lu. Rousseau n'ignore pas que l'avenir des grandes nations se trouve du côté du commerce et du luxe. Il n'ignore pas que c'est Mandeville et Hume qui sont les hommes et les penseurs de cet avenir-là. Cet avenir-là. Il s'en détourne, il le combat. Pas par ignorance, au contraire, c'est parce qu'il l'a bien compris. Il n'a peut-être pas vu, mais il a bien lu. Venons à l'essentiel. Il était temps. Non, c'est parfait. C'est parfait. Venons à l'essentiel. Rousseau n'a pas compris la nécessité historique du capitalisme. Il n'a pas perçu les promesses. C'est pas moi qui invente le mot, on le trouve. Rousseau n'a pas vu les promesses du capitalisme. Il fait des promesses. Il est vrai qu'à son époque, d'autres auteurs les ont bien vues, les promesses. Ils ne s'en sont pas privés. Ils nous ont dit, ceux qui ont vu les promesses, ils nous ont dit que le luxe apportera des perfectionnements techniques constants. Ils avaient raison. Ils ont même affirmé, parfois on se laisse aller, que les mœurs allaient s'adoucir, que la moralité allait s'épanouir, et même que les guerres seraient moins féroces et moins fréquentes. Ils l'ont bien vu. Il y en a qui voient loin. Et comment ça se fait que ceux-là ont vu si bien les avantages du futur? C'est parce qu'il était de leur intérêt présent de le promettre. Parce que les Hume, les Mandeville, les Melon, etc., étaient du côté des profiteurs du luxe et non pas du côté des pauvres. Et donc ils ont vu l'avenir radieux que ce système apportait à tout le monde, c'est-à-dire aux riches, pour lesquels il parlait. Et Rousseau, lui, comme il dit, il ne fait sa cour qu'aux pauvres. On peut juger aujourd'hui, puisqu'on reproche à Rousseau sa myopie, en tout cas on peut juger aujourd'hui de leur acuité prophétique. Le commerce supprimera les guerres. C'est au XVIIIe siècle. Quand on pense aux guerres coloniales, aux affrontements commerciaux, au XVIIIe siècle même, toutes les guerres se faisaient pour le commerce et pour avoir des bases en Inde ou en Amérique, sans parler des guerres mondiales. À cela, ils ont bien vu. Mais Rousseau n'a pas eu ce talent de visionnaire, effectivement. Il n'a pas vu que le commerce apporterait la paix. Il a été soucieux d'autre chose. Il a été soucieux de couvrir les souffrances du peuple par les promesses d'un futur meilleur ou par des projections théoriques. Il n'a fait sa cour qu'au peuple. Il s'est conduit en ami du peuple, c'est-à-dire en humaniste. Rousseau est du côté de Thomas More, qui, 2 siècles auparavant, avait dénoncé le sacrifice des vies paysannes au profit de la laine. Quand on a fermé les terres paysannes pour faire brouter les moutons, et cette laine a permis à l'Angleterre de devenir une grande puissance. Eh bien, Thomas More n'a pas été sensible à la grande puissance de l'Angleterre. Il a été sensible à la meilleure des paysans. Rousseau est de ce côté-là. Rousseau est du côté de Diderot. Diderot sait bien que l'esclavage des Noirs apporte beaucoup d'argent en Europe. Et il se bat comme un fou contre l'esclavage des Noirs. Alors, est-ce qu'il est myope? Il n'a pas compris tout l'avantage que l'Europe allait tirer de cet esclavage de quelques malheureux. Il faut bien casser des œufs quand on fait des omelettes capitalistes. Mais non, Diderot a fait comme Rousseau, il s'est battu comme Hume.
On objectera, à juste titre, que ces auteurs contemporains de Rousseau sont excusables à son époque. Mais aujourd'hui, nous qui parlons aujourd'hui, si on se place dans une perspective marxiste, la courte vue de More, Rousseau et Diderot nous paraît limitée. Puisque nous savons, nous, marxistes, comment le capitalisme a créé un monde nouveau par le développement des forces productives. Eh bien, je propose que nous laissions de côté les marxistes par lesquels nous avons commencé. Abandonnons les marxistes. Voyons Marx. C'est pas si mal. Il est vrai que Marx a salué le caractère révolutionnaire de la bourgeoisie capitaliste. Mais c'est vrai. Et il a salué en dépit des dommages humains qu'elle a provoqués. Je cite Marx. La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle essentiellement révolutionnaire. Marx explique comment la bourgeoisie a construit un monde nouveau qui brise les structures politiques, culturelles, morales, nationales de l'ancien monde féodal grâce au développement extraordinaire des forces de production. Ce qu'on oublie, étrangement, c'est que dans cette description que Marx fait du capitalisme, Marx parle du passé. Marx analyse ce qui s'est passé entre le XIIe et le XIXe siècle en Europe. Lorsque Marx dit que la bourgeoisie avait un rôle éminemment révolutionnaire, il parle de son rôle passé, jusqu'à son présent. Et à partir de ce tableau historique, Marx n'a jamais conclu qu'on me montre un texte. S'il l'a fait, et je ne dis plus rien. À ma connaissance, il n'a jamais conclu qu'il fallait laisser la bourgeoisie poursuivre jusqu'au bout son œuvre révolutionnaire pleine de promesses. Tout au contraire. Marx appelle, dans son présent, politiquement et théoriquement, à la destruction immédiate et sans tarder de ce monde capitaliste. Il désigne le prolétariat comme victime du système et comme acteur de cette destruction. Le capital est traversé d'une indignation morale constante, même si Marx l'habille souvent par des formules ironiques. Et quand il parle des enfants que l'on jette dans les cheminées des usines, au bout d'une corde pour nettoyer les usines, à l'âge de 4 ans et qui meurent à l'âge de 7 ans, jamais Marx n'a dit « cela est une promesse d'avenir, il faut continuer ». Il dit que c'est horrible et que c'est insupportable et qu'il faut arrêter, qu'il faut détruire ça. Jamais Marx n'a suggéré qu'il faille intégrer le travail des enfants ou des jeunes filles à une nécessité historique plus élevée. Pas une seule fois. Quand Marx parle de la révolution bourgeoise, il pense être déjà à la fin de cette révolution. La révolution bourgeoise, à ses yeux, est terminée. Il pense qu'elle a abouti et que la question, c'est d'y mettre un terme. Marx ne pense pas à l'avenir radieux du capitalisme. Il pense seulement comment en finir au plus vite. En cela, Marx, comme Rousseau, et comme d'autres, est un humaniste, sensible plus qu'on ne le dit aux souffrances présentes. Marx veut en finir avec le capitalisme en proposant immédiatement son renversement au profit d'un communisme ouvrier. Tandis que Rousseau veut l'empêcher de se développer en proposant insensiblement une société égalitaire paysanne. Peut-être que Rousseau et Marx, à leur manière, ont chacun mené le même combat. Je veux dire que Marx rêvait d'être le fossoyeur du capitalisme et Rousseau rêva d'être l'avorteur du capitalisme. Merci. Grazie.